L'entrepreneuriat est-il la seule voie vers l'épanouissement professionnel? C'est ce sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Diane, qui a décidé de se lancer en freelance en même temps que son CDI, et contrairement à ce qu'on peut voir d'habitude, elle est vraiment heureuse entre ces deux statuts et ne compte pas en abandonner un au profit de l'autre. Si tu veux en savoir plus, je te laisse avec notre échange. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Salut Diane et bienvenue sur Ça suffit les conneries. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. J'ai hâte de commencer. Mais écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi, c'est Diane Massé. Dans la vie, je suis à la fois entrepreneur, à la fois salariée. Donc je suis Customer Care chez Swello, qui est une entreprise de gestion de réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un logiciel qui permet de programmer ses posts, analyser ses résultats, etc. Et à côté, je suis aussi du coup photographe freelance, plutôt spécialisée dans le personal branding. Et après, voilà, sur LinkedIn, je partage énormément sur mon quotidien avec un peu ces deux métiers-là, à la fois réseaux sociaux, à la fois photographie. Et voilà, enfin, je partage un peu sur ma vie, je partage beaucoup de conseils aussi. Donc voilà. Est-ce que tu as commencé tes deux activités en même temps ou est-ce qu'il y en a une que tu as commencé puis l'autre s'y est ajoutée? Alors, on peut dire que j'ai d'abord commencé par la photographie. En fait, j'ai fait un bac pro photographie suivi d'une licence en photographie. J'ai commencé par ça, on va dire ma jeune carrière. J'ai 22 ans, donc ma Ouais. toute jeune carrière. J'ai commencé voilà, très jeune. La photographie, j'ai commencé à 14 ans en gros. Donc, j'ai eu une petite carrière de freelance avant de me réorienter, entre guillemets. J'ai fait une alternance du coup dans le milieu plutôt du e-commerce marketing à Toulon. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez Swello et que du coup j'ai commencé aussi un tout autre métier que j'ai totalement appris sur le tas, hein, même si j'avais un fort intérêt pour la Mhm. communication, les réseaux, etc. Du coup, je l'ai quand même appris via mon alternance. Et du coup, je suis restée, voilà, j'étais embauchée en CDI par la suite. Et puis, à peu près, je dirais au bout d'un an et demi, un petit peu moins, un an et demi, du coup, j'ai repris la photographie à titre professionnel que j'avais un peu mise de côté parce que forcément, l'alternance, c'est un rythme qui reste un peu soutenu, plus les cours, plus voilà, se remettre un peu dans cet esprit de travail qui était différent. Du coup, forcément, c'était assez prenant. Donc, chaque chose en son temps. Et puis, j'ai réincorporé la photo dans ma vie puisque je me suis rendu compte que ça me manquait, tout simplement. Donc, des fois, je pense qu'il faut suivre un peu son instinct aussi. Ouais. Et puis je considère pas tellement ça comme du travail parce que, comme tu t'en doutes, j'ai un CDI donc je travaille déjà 35 heures par semaine. Donc ce que je rajoute entre guillemets à mon emploi du temps, c'est du bonus, voilà, c'est du plus, c'est ce que j'aime faire. Et d'ailleurs mes 35 heures aussi, j'aime le faire. Donc euh, c'est pour ça, je pense que je peux le vivre assez bien. Ça serait peut-être plus dur si j'avais deux métiers qui me coûtent en termes d'énergie que ce que j'ai maintenant. Et suite à tes études de photographie, t'as pas voulu te lancer tout de suite à ton compte en tant que freelance? Enfin, pourquoi t'as voulu faire une reconversion derrière? Juste pour remettre un peu dans le contexte, j'ai fait un bac pro photo, donc voilà, j'ai terminé, j'avais 18 ans, Mm. et je me sentais pas du tout prête à aller dans le monde du travail tout de suite. Donc j'ai cherché des études supplémentaires à faire, et en fait, j'ai trouvé une école privée qui permettait de faire un équivalent de licence, donc qui est reconnu par l'État et qui se faisait en 2 ans. Et en fait, comme j'ai fait un bac pro photo, j'ai dit voilà. J'ai compris que vous, la première année, c'était vraiment les bases. Moi, je les ai même un peu plus que ça. Donc, est-ce que c'est possible de passer directement en deuxième année? J'ai eu de la chance, ça a été possible. Donc, en fait, j'ai eu cet équivalent licence en seulement un an, ce qui est cool d'ailleurs, parce que bon, une école privée, c'est quand même coûteux aussi. Donc, c'était, voilà. Franchement, c'était un bon deal à ce moment-là. Et ça me permettait aussi de rencontrer des nouvelles personnes, d'arriver dans ce monde du travail avec un petit peu plus de douceur, parce que voilà, je me sentais pas prête tout simplement. En parallèle, j'étais déjà freelance. J'ai créé mon statut à mes 18 ans. Vraiment, je pense que le lendemain de mes 18 ans, je me suis dit, je peux faire les démarches, donc j'y vais. Euh, bon, j'ai pas fait ça hyper bien parce que voilà, je connaissais pas tout, mais en tout cas, à l'époque, ça s'est fait comme ça. C'était chouette. J'ai fait pas mal de petits boulots, on va dire, freelance à côté de mes études. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, des fois, les éléments perso viennent aussi s'ajouter. Et en fait, j'ai déménagé à Toulon. Donc, moi, j'ai fait mes études à Rennes. Donc, c'est vraiment à Ah l'autre oui, bout de la effectivement. France.
Et donc voilà, j'ai déménagé à Toulon et là, je me suis dit, bon, bah, je connais personne. En tant que freelance photographe, bah, il faut quand même avoir un petit peu comment dire, sa base de clientèle, tout simplement. Et bah, j'ai fait un service civique. Voilà, j'ai fait une pause un peu dans mon cursus, qui était dans un tout autre domaine. En plus, c'était la période du Covid, donc voilà, c'était pas, on va dire, la joie, mais j'ai quand même rencontré du monde. Et c'est là que je me suis dit, tiens, en fait, là, ça m'a vraiment ouvert des possibilités. Pourquoi est-ce que j'irais pas sur un truc plus global et pourquoi pas justement apprendre théoriquement ce qu'est la communication, le marketing, le e-commerce. Et donc, j'ai postulé chez Swello et j'ai postulé, je crois, à la licence en alternance. C'était une licence pro en alternance, vraiment le dernier jour à 18h, le dernier jour des possibilités pour s'inscrire. Et je me suis dit, bon, bah, advienne que pourra, mais si je fais pas ça, je trouverai bien autre chose, je rebondirai. Voilà. OK, et donc aujourd'hui, ton quotidien, il s'organise comment entre, bah, ton statut de freelance et tes fameuses 35 heures? Parce que c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu Oui. avais un temps plein ou un temps partiel? Mais non, tu as bien un temps plein plus, Oui. ton activité de freelance. C'est ça. Alors, j'ai la chance quand même d'être dans une entreprise où déjà en termes de management, c'est très horizontal, on est beaucoup dans la communication et tout ça. Et si j'ai besoin d'aménager mes horaires, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que c'est aussi une chance. Voilà, on va pas cracher dessus, vraiment à pas C'est clair. négliger. J'ai vraiment cette chance-là. Maintenant, oui, je suis en 35 heures, répartie sur 4 jours et demi. Donc moi, le lundi, justement, bah, je commence à 14 heures. C'est pour ça, du coup, qu'on peut se voir maintenant. Oui. Enfin, à midi et demi, j'aime bien manger avec mes collègues, mais, mais voilà. Et je termine du coup le vendredi à 17h30, tout en sachant que si un lundi matin j'ai envie de venir plus tôt parce que j'ai besoin de faire quelque chose un vendredi après-midi, je peux. D'ailleurs, ça peut être un mercredi après-midi, un jeudi matin, hein, ce que je veux. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette possibilité de moduler qui est super importante et intéressante. Donc, je sais pas en tout combien d'heures je travaille par semaine parce que du coup, je crée des posts le week-end, des fois j'enregistre des podcasts, des fois je fais des choses. Donc, c'est un peu dur de quantifier, mais je travaille certainement plus de 40 heures. Si on appelle ça du travail, moi j'appelle ça du kiff, mais Ouais. chacun son truc. Ouais, mais c'est vrai que sur une semaine, ça te fait tout de suite, bah, beaucoup d'heures. En tout cas, ça te Oui. fait tout de suite une semaine assez conséquente. C'est vraiment chouette que tu sois dans une entreprise, du coup, qui soit un petit peu, dans l'air du temps, j'ai envie de dire, Oui. et qui prennent aussi soin de ses salariés par rapport à ça, parce que toi, ça te permet vraiment d'avoir une activité à côté. Est-ce que tu penses que si tu étais dans une, entreprise peut-être un petit peu plus classique au niveau du management, c'est quelque chose qui aurait pu être gérable pour toi d'avoir cette activité en plus, d'un 35 heures vraiment classique, non modulable? Je pense que non. Après, peut-être quelqu'un qui va écouter ce podcast ou regarder ce podcast pourra peut-être le faire dans une entreprise plus classique. C'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui est beaucoup en rapport avec la personnalité, je pense. Et moi, j'ai beaucoup besoin de cette liberté et d'avoir un temps suffisant aussi pour avoir ma créativité qui se renouvelle tout simplement. Et c'est vrai que du coup, pouvoir moduler un peu mon emploi du temps, pour moi, c'est vital pour mon business et juste pour ma santé, en fait, en général. Donc, je pense que si j'avais vraiment ce cadre un petit peu trop, tu vois, rigide, j'aurais du mal. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de la personnalité, je pense. Ouais, et puis là, tu as quand même la chance finalement d'avoir un métier, enfin CDI qui te plaît vraiment et ton Oui. activité freelance qui te plaît vraiment. Alors que souvent on voit que dans les cas où il y a les 2, il y a quand même un qui sert plus de alimentaire et Mm. l'autre qui est vraiment passion. Alors que toi, tu arrives vraiment à lier les 2 et ça, bah, c'est juste génial en fait, Mm. ça veut dire que idéalement tu peux même continuer comme ça pendant un certain temps. Je pense, bah, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Ouais. On est un peu comme ça pendant un certain temps. J'avoue que là, je me projette pas, pas du tout sur les prochaines années. Je sais pas du tout comment ça va évoluer. J'ai plein d'idées qui fusent d'un côté et de l'autre. Donc, à voir si un jour, peut-être, les deux devront se désolidariser puisque un prendra le pas sur l'autre. En tout cas, vu qu'il n'y a pas, comment dire, euh, de mal-être que ça soit d'un côté ou de l'autre. Je pense que pour l'instant, ça peut continuer comme ça, donc c'est chouette. Je reste là-dessus pour l'instant. Bah ouais, on te souhaite que ça dure longtemps si c'est ce que tu souhaites du coup. Et toi, de ton côté, comment tu fais pour trouver tes clients, du coup, en freelance? Alors, pour l'instant, je n'ai jamais prospecté. En fait, ce que j'ai fait au moment où j'ai souhaité me relancer,
parce que comme j'avais déjà eu cette expérience-là, mais que j'avais eu une grosse pause, bah, j'avais besoin un peu de me remettre dans le bain. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté tout simplement une personne que j'avais rencontrée lors d'un apéro CM. Euh, je lui ai dit, voilà, écoute, je veux relancer mon activité de photographe. Si tu as envie de faire des photos, c'est vraiment sous la forme d'une collaboration. Tu peux utiliser les photos, je peux utiliser les photos. Et, euh, et voilà, du coup, quand tu utilises les photos, tu me crédites. Et voilà, c'est grâce à cette première collaboration, du coup, qui était totalement bénévole, hein, non rémunérée, etc., des deux côtés, que j'ai eu ma première cliente, d'ailleurs, que j'ai photographiée avant-hier. Trop Donc, bien. enfin, ma re-première cliente, si on peut Mhm. dire ça comme ça. Entre-temps, j'en ai eu d'autres, hein, c'est juste que le rendez-vous avait été placé assez loin dans le temps. Mais donc, c'était via Instagram. Et là, ça a été beaucoup, vraiment énormément via LinkedIn, parce que je poste régulièrement, parce que je parle de ce sujet, parce que du coup, j'affirme un peu ma position d'experte dans ce domaine-là. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui me contactent super spontanément. Bah, salut, moi j'ai un petit besoin sur des photos, que ce soit pour mon profil, pour mon personal branding, etc. Donc, pour l'instant, je ne suis pas allée chercher les gens. Enfin, sauf si poster du contenu, on pourrait appeler ça chercher les gens, mais voilà. En tout cas, tu as une création de contenu qui est efficace pour toi et qui te permet surtout Oui. d'attirer les gens à toi et ça, c'est cool. Et même si c'est pas de la prospection vraiment directe, ça reste de la prospection quand même parce que ben il y a un grand temps qui est alloué justement à toute cette création de contenu. Comme tu disais, tu crées parfois des posts le week-end, etc. Donc, faut bien que ça rentre dans ton emploi du temps chargé. C'est Donc, ça. c'est super si derrière, ça t'amène quand même des opportunités. C'est ça exactement. Franchement, bah, oui, le temps que je ne passe pas à aller chercher des clients, finalement, je le passe à créer du contenu et au final, ça m'amène des clients quand même. Donc voilà, c'est une Ouais. stratégie. Exactement. Et pourquoi tu as décidé de te spécialiser dans le personal branding au niveau de la photo? Déjà parce que j'aime les gens. Alors, je suis vraiment de ceux qui ont l'air très extravertis sur les réseaux sociaux, mais qui ne le sont pas du tout dans la vraie vie. Non, en vrai, je suis plutôt introvertie. C'est beaucoup plus facile pour moi quand il y a un écran, quand voilà, c'est sur les réseaux. J'ai de la facilité à me montrer. Par contre, c'est un peu dur dans la vraie vie. Je suis un peu voilà, toute timide et tout. Euh, et du coup, le personal branding, c'est parce que je m'identifie pas mal à ce domaine-là. J'ai un peu tout construit, mon identité toute seule. Je me suis toujours formée seule et pour moi, c'est un peu lié du coup. J'ai envie d'aider les gens à se mettre en avant, à se trouver beau sur les photos, à avoir envie de se montrer plus du coup. Peut-être grâce à ça, grâce à vraiment des visuels de qualité qui vont les mettre en confiance. Donc voilà, c'est un peu ça mon moteur pour me diriger sur ça. Après, bon, je fais aussi du culinaire, du produit. Voilà, bon, j'ai appris, de toute façon, j'ai appris tout. Donc je suis capable de tout faire. Maintenant, c'est vrai que j'ai une préférence sur le portrait. OK. Et du coup, toi, en tant que personne, introvertie, est-ce que c'est difficile aussi pour toi, bah, de te mettre en avant et surtout de prendre cette posture de photographe face à ton client? Alors, ça a été difficile au début parce que j'avais vraiment un peu ce complexe aussi de la jeunesse. Parce que, en fait, bah, jusqu'à présent, tous mes clients sont plus âgés que moi. Et donc, j'avais toujours un petit peu ce sentiment d'illégitimité, alors que, au bout du compte, j'avais quand même beaucoup plus d'années d'expérience dans la photo que la personne que je photographie. Et ce qui est le but, hein, ce qui est, voilà, le but recherché, c'est comme moi, si je vais contacter, je sais pas, un graphiste, il aura toujours plus d'expérience que moi dans ce domaine-là, même s'il a 14 ans. Donc, voilà. Juste pour remettre un peu dans le contexte. Donc, au début, c'était difficile pour moi de prendre vraiment ma posture de photographe. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à guider les personnes, à leur expliquer, voilà, là, je vais faire telle chose de telle manière pour telle raison. Et ça va te permettre de te sentir mieux. Et voilà, on fait toujours un peu un petit échauffement au début. Après, on part sur des pauses un peu plus guidées, etc. Ça, j'aime bien. Puis même toute la préparation en amont, construire le projet, le mood board. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller, du coup, à l'inverse, à une personne introvertie qui souhaiterait se mettre en avant, qui souhaiterait avoir des photos pro, pour justement passer ce cap-là si jamais, bah, cette partie introvertie, justement, Mm. l'empêche? Bah, c'est vrai que de toute façon, ce que je dis souvent, et que pourtant je n'applique pas toujours, mais c'est la marche la plus dure, c'est toujours la première. C'est toujours de faire le premier pas, c'est comme quand tu vas faire du sport. Le plus dur, c'est de sortir de chez soi et d'aller à la salle. Une fois qu'après tu y es, c'est bon. Mais Euh,
c'est vrai que c'est dur quand on est introverti de se dire, allez, je me lance, je vais faire des photos de moi, je vais me montrer après sur les réseaux, etc. Ce que je recommande, c'est de faire fonctionner un petit peu le bouche à oreille et son réseau. Quand on a un peu peur d'aller se faire photographier par un photographe, bah, faut demander autour de soi si quelqu'un a déjà justement fait appel à un photographe et dans ce cas-là, bah, peut-être aller se renseigner auprès de cette personne. Ce sera peut-être pas le prestataire final, mais vous aurez eu un contact déjà un peu plus facile et de confiance avec un photographe. Donc il y a déjà ça et ensuite c'est vraiment de construire une relation de confiance, de voir si vous avez la même, comment dire, la même approche, le même style que la personne. Bon, ça, grâce au réseau, on peut le voir facilement sur Instagram ou autre si le style nous correspond. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire avec des personnes qui vont être un peu plus introverties, c'est vraiment de choisir des lieux pour les photos, justement, qui sont plus isolés. Et j'avais fait un post justement sur ça, sur des idées de lieux quand on est un peu timide, quand on n'a pas l'habitude d'être pris en photo. Et je trouve que ça, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise. En fait, c'est vrai que dès qu'il y a du monde autour de nous, c'est difficile, surtout quand on est introverti. Donc, aller en forêt, sur une plage, le matin ou le soir, de choisir aussi les bons créneaux horaires pour qu'il n'y ait pas trop de monde, éviter voilà, d'être dans un bureau bondé. Voilà, il y a plein de solutions en fait pour se sentir plus à l'aise. Donc après, c'est voilà, d'aller vers quelqu'un, un photographe qui va savoir aussi amener la personne vers un sentiment de confiance pour être pris en photo. Du coup. C'est bien et en plus ça permet de l'impliquer parce que le fait de choisir aussi les lieux, peut-être que ce sont des lieux où la personne est à l'aise, qu'elle connaît déjà et donc forcément ça enlève déjà aussi une petite part, de timidité et de réserve donc c'est vrai, c'est Vraiment. bien pensé. Toi, tu disais que tu avais fait un bac pro photo, ça veut dire que tu t'es intéressée à la photo assez tôt. Est-ce que tu savais déjà, vers quel type de photo tu voulais te tourner et surtout vers quel, enfin quel statut? C'est-à-dire est-ce que tu voulais être salariée? Est-ce que tu voulais être, indépendante ou pas du tout? Alors, pour répondre globalement, non, je ne savais pas du tout. Euh, en fait, j'ai fait une seconde générale et j'ai fait une phobie scolaire. Et donc, j'ai été scolarisée très vite dans l'année. Et puis, du coup, ma stratégie, ça a été, bon, il faut que, pour que ça se passe bien, je dois avoir une passion commune avec les autres. Et voilà, ça a popé comme ça dans mon esprit. J'ai trouvé ça, mais par le pur fruit du hasard, vraiment. Et je me suis dit, tiens, voilà, j'aime bien la photo, pourquoi pas. Mais à aucun moment, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'optique que ça devienne mon métier. Je me suis dit, bah si, quand même, est-ce que ça me plaît suffisamment pour le faire? Mais je connaissais pas du tout l'envers du décor. Et donc, c'est quand je me suis, comment dire, quand je suis arrivée là-dedans et que j'ai pu faire mes stages, parce que c'est vrai qu'en bac pro, on a quand même énormément de stages à faire. Et ça, c'est génial. Je me suis dit, OK, c'est l'opportunité de tester tous les domaines. Donc, j'ai fait de la photo sociale en extérieur, en studio, tout ce qui est famille, grossesse, enfants. J'ai fait du mariage, j'ai fait de la photo de produit, de la photo de reportage, j'ai fait de la vidéo aussi. Enfin, voilà, vraiment, j'ai tout essayé. Et c'est pour ça que après j'avais choisi mon école de photo pour ma licence, un peu plus en adéquation avec, on va dire, les intérêts que j'avais pu ressortir de mes 3 années de bac. Même si, bon, c'est vrai qu'entre, on va dire, 14 et 18 ans, 15 et 18 ans, c'est très dur, je trouve, moi, de savoir exactement vers quoi on peut se diriger. Donc, même arrivé en licence, j'étais toujours un peu dans le flou, mais j'ai pu expérimenter des choses plus concrètes parce que c'était vraiment à nous d'aller chercher des fois comment dire, des acteurs, des reportages par exemple, j'en ai fait un qui s'appelle De la mer à l'assiette et qui était vraiment un reportage culinaire. Et ça, j'avais jamais fait et je me suis mais éclatée. Encore aujourd'hui, je le présente sur mon site alors que je l'ai fait il y a des années, mais je l'adore toujours autant. Donc, comme quoi, on fait des belles découvertes aussi parfois en allant sur des chemins qu'on n'avait pas prévus. Donc, non, pour te répondre, je ne savais pas du tout de suite. Ça s'est totalement construit au fil du temps et je pense que ça va changer encore. Tu vois, je sais pas si dans 5 ans je ferai toujours du portrait, peut-être que j'aurai totalement changé d'univers. Voilà, je suis pas du tout fermée.
Mais c'est ça qui est super cool en même temps, c'est Mmh, d'avoir une activité qui peut évoluer avec toi, avec tes envies, avec, la configuration du moment donc oui, autant ne pas se limiter et aussi se laisser parfois porter. C'est vrai qu'on est dans une société où on aime bien demander: «Bah, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, tu te vois où?» Bah, mmh. parfois peut-être, ne pas savoir et juste, Je sais pas, voilà, voilà, répondre aux opportunités, suivre les portes qui s'ouvrent, c'est bien aussi et pas exactement. se mettre, de barrières parce que c'est vrai que même parfois on peut se dire: «Bah, dans 10 ans, j'aimerais bien être là», mais finalement, il va se passer d'autres choses et dans 10 ans, on sera ailleurs, mais en fait, on sera mieux et tant mieux, on l'avait juste pas Ouais, imaginé et c'est bien aussi, en fait. Donc mmh. c'est cool de pouvoir se laisser aussi porter comme ça. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis justement sur, la projection qu'on peut avoir des fois de sa vie, plusieurs années après et je trouve qu'on a beaucoup ça quand on est très jeune. On a vraiment, tu sais, on a hâte de Ouais. vieillir, on a vraiment hâte, de vivre des trucs, hâte d'avoir, 20 ans, hâte d'avoir 25 ans, hâte d'avoir 30 ans et cetera et cetera. Bon après on a moins hâte en général, mais Ouais, c'est ça. mais je trouve ça fou comme on change de mindset, arrivé à un moment donné où on se rend compte que déjà ça va super vite, surtout quand on travaille, je trouve, les journées passent et les semaines passent et on est au mois de mai, j'ai l'impression d'avoir fêté le nouvel an il y a 2 jours. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a pas besoin de se presser trop dans la vie et de tout, prévoir à l'avance, c'est bien de se laisser un peu, attirer par des choses qui nous intéressent et d'aller vers ça, tu vois? Sans trop de peur, des fois avec un peu de peur, mais on y va quand même. Ça permet de faire, bah, justement des fois on découvre, des choses sur nous-mêmes qui sont super chouettes et qu'on n'aurait pas, peut-être pu découvrir autrement. Donc je pense que c'est pas mal de suivre un peu son instinct des fois. Et est-ce que tu as toujours, réfléchi comme ça? Ou est-ce que, c'est venu avec le temps? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu es aussi entouré de personnes qui vont réfléchir de la même manière? Ou est-ce que tu es peut-être entouré de personnes qui ont un parcours plus classique et qui ont une vision plus classique? Enfin, comment t'expliques que tu réfléchisses comme ça aujourd'hui? Heu, je je pense que, c'est parce que j'ai été, assez récemment, hein, entourée de personnes qui ne me correspondaient pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Et c'était, un passage de ma vie, très difficile, sur le plan, personnel et suite à ça, un jour, je suis sortie, boire un verre avec des amis que j'avais pas vus depuis un certain temps et puis, c'était naturel et je me sentais bien et en fait, je me posais pas de questions et je me suis dit: «Mais en fait, il y avait un problème dans cet autre groupe, du coup». C'était pas moi le problème, c'était juste que c'est pas, ça me correspondait pas et voilà, c'est la vie, c'est pas grave. Mais c'est ça, je pense, qui m'a vraiment fait percuter, que l'entourage avait un énorme impact sur, nos les chemins qu'on emprunte, en fait, dans la vie, tout court. C'est très vaste, mais c'est vrai et maintenant que je suis entourée de personnes qui me correspondent plus, avec qui je peux avoir des discussions, sur tout, en fait, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait rien, ça m'a permis d'avoir cette, façon de penser. Mais ouais, il y a eu ce déclic, il y a 1 an à peu près. Ouais. Donc c'est récent quand même. Ouais, ouais. Bah, c'est récent, mais en même temps, tu es jeune, donc finalement, sur l'échelle de ta vie, Oui, c'est sur quand même l'échelle de tôt. la vie, ça va. Ouais, parce que parfois, tu peux avoir ce déclic, super tard ou même si parfois tu changes de vie sur le tard aussi, bah, peut-être que Mmh. pendant peut-être la moitié de ta vie, tu auras été dans un certain schéma et tu changes sur le tard, donc en vrai, bah, c'est chouette aussi que ça arrive comme ça et par rapport justement à l'entourage, moi, je te rejoins totalement. Je trouve que c'est vraiment ultra important d'avoir un entourage, bah, juste qui est positif et encourageant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être, exactement, dans la Mmh. même posture, avoir, les mêmes envies, avoir les mêmes idées, mais juste être, bah, hyper ouvert et dire à quelqu'un: «Bah, tu envie d'y aller? Bah, vas-y, je te suis, on verra comment ça se passe» et pas toujours, projeter des peurs et projeter des inquiétudes, sur un projet en plus qui n'est même pas le nôtre souvent. Donc c'est vrai que ouais, l'entourage, c'est ultra important et est-ce que toi, du coup, dans ton entourage, tu as aussi des personnes, qui sont comme toi, freelance et salariées? Oui, bah, ma collègue, Cassandra. OK. Du coup, bah, oui, bon, on va prendre l'exemple le plus, voilà, le plus près, de moi. D'ailleurs, Cassandra, c'est elle qui m'a formée quand, j'étais en alternance. Donc voilà, en fait, on travaille ensemble depuis le début et en fait, elle avait pas de statut à l'époque et elle faisait, voilà, des petites collaborations via son compte Instagram, où elle partageait, voilà, plutôt des astuces, locales et de voyage et tout ça. Et puis elle s'est lancée sur, TikTok, parce qu'elle a acheté une maison avec, son conjoint et du coup, ils la rénovent ensemble et cetera et du coup, le sujet était trop chouette et moi, je l'avais un Mmh. peu poussée. Je lui ai dit: «Mais vas-y, mets-toi sur TikTok et tout, ça va être trop cool, ça va être super sympa, tu vas avoir des partenariats, bon bref, ça va être bien» et du coup, elle a fini par le faire et ça marche trop, trop bien.
Je crois qu'elle doit avoir à peu près 50 000 abonnés, donc c'est très cool. Ok. Elle s'appelle Maison Soleil, si vous voulez la suivre. Et du coup, pas mal de petits conseils, astuces justement sur la déco, la réno, etc. Et donc, elle fait un peu d'influence, que ce soit TikTok et LinkedIn aussi, parce qu'elle a quand même une belle communauté sur LinkedIn. Et elle fait aussi de l'UGC depuis quelques temps. Là, vu que maintenant elle a un statut d'auto-entrepreneur, elle a pu aussi se lancer là-dedans. Donc voilà, elle le fait aussi à côté de Swello. Ok, donc finalement, tu avais un exemple tout proche de toi de personnes C'est ça. qui étaient à la fois salariées et freelance. Bah, c'est super cool. Et c'est bien, en plus, vous êtes dans la même entreprise, donc c'est chouette Oui. aussi de pouvoir échanger avec quelqu'un d'aussi proche et qu'on voit aussi souvent qu'un de ses collègues Oui. là-dessus. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait justement avoir une activité freelance à côté de son activité salariée, tu lui dirais quoi? Euh, Déjà de voir pourquoi est-ce qu'elle veut le faire, vraiment la base. Mhm. Parce que dans le cas de Cassandra, tu vois, c'était un peu un side project et elle voulait le faire bah, justement pour pouvoir voir si elle pouvait monétiser ce qu'elle faisait déjà auparavant. Et puis au final, ça s'est fait et du coup maintenant, ça lui apporte aussi une plus-value. Enfin voilà, elle apprend aussi des nouvelles choses grâce à ça. Et puis du coup, elle peut se faire un petit peu plus d'argent et c'est chouette pour sa rénovation, etc. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages. Je pense que le plus important, c'est toujours de se dire bah, pourquoi on veut le faire. Moi, je voulais le faire parce que j'avais besoin de retrouver cette créativité qui me manquait dans ma vie en général. Donc voilà, étape 1, pourquoi est-ce que je le fais? Ensuite, étape 2, est-ce que j'ai vraiment le temps? Est-ce que j'ai vraiment l'énergie de le faire? Deuxième question à se poser. Et ensuite, 3, la faisabilité, on va dire. Comment est-ce que je vais mettre ça en place? Déjà, est-ce que j'ai un statut? Sinon, est-ce que je veux le créer moi? Est-ce que je passe par une entreprise qui va le faire pour moi? Moi, du coup, je passe par une entreprise qui s'appelle Abi. Peut-être que tu as vu des posts passer Ouais. sur LinkedIn. Voilà, Cassandra, elle collabore avec eux, par exemple. Donc c'est aussi comme ça que j'ai découvert, hein, d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai délégué cette partie-là parce que c'était trop de charge mentale, voilà, j'avais pas envie. Que je l'avais fait la première fois et je l'avais mal fait, donc je me suis dit cette fois-ci on laisse à quelqu'un d'autre. Donc voilà, et c'est vraiment pourquoi je le fais, est-ce que j'ai vraiment de l'énergie à mettre là-dedans, du temps, de l'argent, etc. Euh, est-ce que ça me fait kiffer, juste, tout simplement. Ouais. Globalement, est-ce que ça me fait kiffer? Est-ce que ça m'apporte une plus-value, en fait, au bout du compte? Est-ce que c'est pas juste trop pour moi, quoi? Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ton cas, c'est que bah, finalement, tu t'es pas lancé justement en tant que freelance forcément pour pouvoir quitter ton CDI ou parce que justement dans ton CDI ça se passait mal. Et c'est intéressant d'avoir aussi bah, ce type de retour parce que bah, Mm. moi j'en avais jamais vu. T'es la première. C'est vrai que c'est rare, mais tu vois, là, par exemple, on est toutes les deux, on est très, très bien chez Suelo. On Mm. compte pas du tout partir, mais pour autant, ben, ça nous fait un petit projet personnel. Et tu vois, autant on adore travailler pour Suelo et on va vraiment dans ce sens-là, on adore créer des choses pour mettre en avant l'entreprise, mais je trouve que c'est important dans la vie aussi d'avoir ces petites choses un peu juste pour nous, qui nous mettent en valeur, qui nous mettent en confiance. Et du coup, elle a bah, son côté plutôt UGC, création de contenu, et moi, bah, plutôt création de contenu et photo. Donc voilà, chacune un peu bah, son petit cœur de créativité et d'expertise. Et voilà, c'est un petit projet perso. Je pense que ça nous permet d'être plus épanouis en fait. En plus de ce qu'on fait déjà, qui nous épanouit déjà, mais ça a ce côté créatif hein, en plus. Non, mais complètement, et je suis hyper convaincue que quand tu peux faire ce qui t'anime vraiment, t'es forcément plus épanoui dans ta vie en général et bah forcément ça éclabousse aussi sur ta vie pro. Et Ouais. aujourd'hui, il y a quand même pas mal de cas où justement au niveau professionnel, tu ne peux pas cumuler bah, ton statut d'employé et ton statut freelance parce que c'est pas autorisé. Mm. Et c'est vrai que tu peux être Attention, bridé. hein, on a quand même signé un document avec notre employeur qui stipule bien que l'activité qu'on fait à côté n'est pas une activité concurrente, etc. Hein. On a une clause de non-concurrence, donc par exemple, je ne pourrais pas créer un logiciel pour programmer ses postes, tu vois.
Oui, après, limite, ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire, mais Oui. c'est toujours bien de le contractualiser parce qu'on ne sait jamais. Mm. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Et c'est vrai que quand ça se passe mal, en général, c'est trop tard pour mettre Ouais. ces choses-là en avant. Mais par exemple, moi, j'étais prof des écoles avant et pour pouvoir avoir une entreprise à côté, il fallait faire une demande bien particulière qui pouvait Mm. être refusée, etc. Parce que bah, c'est considéré que tout ton temps, tu dois vraiment le dédier à ton activité principale. Et ça, je sais que ça existe aussi dans des activités du privé et qui n'autorise pas du coup d'avoir une activité annexe. Et je trouve ça dommage parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des personnes bah, qui vont vouloir partir pour pouvoir tester leur activité ou peut-être prendre justement un job alimentaire et avoir leur activité de freelance pour pouvoir quand même avoir bah, un salaire qui tombe pendant qu'elles mettent en place cette activité-là. Alors que là, au final, bah, dans votre cas, même si effectivement c'est contractualisé et c'est bien compartimenté, il n'empêche que bah, vous vous sentez bien là où vous êtes et ça vous permet de vous épanouir pleinement. Donc, bah, c'est peut-être à prendre en compte pour les entreprises qui sont encore contre ou qui se disent que c'est mieux d'avoir un salarié qui est 100% de son temps dédié à l'entreprise sans pour autant avoir bah, de temps personnel à côté. Donc non, bah, je suis contente de, de t'avoir eu au micro parce que vraiment, comme je dis, on n'a pas du tout de témoignage en ce sens, alors qu'effectivement, on peut tout à fait cumuler les deux statuts, se sentir bien et justement ne pas non plus nourrir cette guéguerre entre l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat, c'est mieux que Exactement. l'entrepreneuriat. Là, clairement, toi, tu es dans les deux et tu t'épanouis dans les deux et les deux fonctionnent bien ensemble et c'est très bien comme ça. Mais je pense que ça montre aussi que, en fait, je parle vraiment du point de vue de l'entreprise, le fait d'autoriser aussi finalement la personne d'avoir un petit à côté, un petit side project ou autre, ça permet, je trouve, moi, d'être plus épanouie aussi dans tes 35 heures de travail dans l'entreprise. Parce qu'en fait, juste, tu as pu kiffer ta vie à côté, faire tes projets. Et du coup, tu as encore plus de motivation et tu as vraiment cette envie aussi pendant que tu es dans l'entreprise avec tes autres collègues, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment donnant-donnant, en fait. Permettre à quelqu'un de nourrir sa créativité via des projets permet de nourrir ton entreprise via sa créativité. Tu vois, c'est un peu Mm. un cercle vertueux, je Mais trouve. complètement, ouais. Donc, à toutes les entreprises qui n'ont pas encore sauté ce pas, mais foncez, quoi. C'est trop bien. Eh ben écoute, on finira le podcast sur cette belle recommandation. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans 2 semaines.